Très bien, maintenant on va parler de la mesure directe. Comme nous avons dit tout à l'heure qu'il existe des méthodes qui sont dites, je vous rappelle rapidement, des méthodes qui sont dites directes, des techniques d'étude ou bien des techniques d'observation directes et des techniques par mesure indirecte. Nous avons dit que pour ce qui est indirect, ça veut dire qu'on est en train d'étudier des temps qui sont prédéterminés. Alors que pour les techniques par observation directe, on est en train d'observer le travail qui est en train d'être fait devant nous et on va l'observer, le chronométrer, le mesurer et on appelle ça des techniques par observation directe. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour la mesure directe, il s'agit en fait de mesurer la succession des tâches réalisées par un exécutant sur un poste de travail existant. Alors on mesure, c'est une mesure qu'on fait directement sur quelque chose qui est réalisé, des tâches qui sont réalisées. C'est pas lors de la conception de l'opération industrielle, mais l'opération elle est devant nous, on est en train de l'observer, elle est réalisée et on va mesurer cette succession des tâches. Alors pour la mesure directe, c'est une observation directe et continue d'une tâche en utilisant un dispositif de chronométrage, comme par exemple le chronomètre, vidéo, etc. Pour enregistrer le temps nécessaire pour accomplir une tâche, le temps nécessaire, on va avoir un temps chronométré, on va le corriger par la suite pour avoir un temps normal puis un temps standard. Alors pour les matériels de chronométrage, il existe plusieurs. Alors avant on utilisait le chronomètre mécanique, puis l'électronique, puis le chronomètre programmable. Mais vous savez actuellement c'est la vidéo qui est l'outil le plus utilisé. La vidéo nous donne beaucoup d'informations. La personne observée aussi, elle n'est pas gênée par la présence humaine de la personne qui chronomètre. Et en plus de ça, ça nous permet aussi de analyser la vidéo ultérieurement et voir ce qui se passe, la refaire plusieurs fois. On n'a pas seulement le temps chronométré, on a plein d'informations sur la vidéo qu'on peut analyser et l'utiliser pour optimiser l'opération par la suite. C'est surtout aussi utilisé dans le SMED, Single Minute Exchange of Die, la méthode utilisée pour la réduction de temps de changement de série. D'accord, et la vidéo nous permet de voir exactement les différentes opérations qui se font dans cette tâche et cela nous aide énormément à optimiser, à réduire ce temps-là. Aussi, on peut utiliser l'interview avec l'opérateur. Cela est utilisé particulièrement lorsque nous n'avons pas besoin d'une grande précision. Si on veut avoir seulement une estimation globale pour des fins qui ne sont pas très, disons, on ne veut pas une grande précision. Ce n'est pas le temps standard qu'on cherche, mais on veut avoir une vue globale du temps qui est utilisé. Ça permet aussi de valoriser le personnel, de lui parler, etc. C'est quelque chose qui est très important dans le management lean en général, qui est centré sur l'opérateur aussi, le fait de lui parler et de prendre ses paroles, ça c'est très important dans ce type de management. Et bien sûr, il existe actuellement aussi plusieurs apps qui nous permettent de chronométrer, mais aussi qui nous permettent de faire tous les calculs qu'on va faire par la suite et d'organiser ce chronométrage au lieu de chronométrer puis faire les mesures sur une feuille et par la suite aller sur l'ordinateur pour faire les calculs pour obtenir le temps standard. Voilà. Alors pour la méthodologie du chronométrage,
parce que il faut avoir une certaine méthodologie et cette méthodologie elle est surtout centrée sur l'humain. Lorsque l'humain ou bien le travailleur ou bien l'opérateur ne comprend pas ce qui se passe, n'est pas intégré dans le chronométrage, on peut avoir des résultats qui sont vraiment biaisés parce que soit il va comprendre qu'il doit travailler plus vite que d'habitude pour montrer qu'il est très performant, et ou bien il va travailler beaucoup moins que d'habitude, ou bien beaucoup plus lent que d'habitude parce qu'il va croire que s'il travaille rapidement, on va lui donner encore plus du travail. Alors il faut avoir un climat de confiance et un climat surtout de compréhension de ce qu'on est en train de faire. On est en train d'estimer, de prévoir pour faciliter le travail à l'opérateur et nous faciliter aussi le travail pour la prévision, etc. Et il faut que tout le monde comprenne ça pour qu'on puisse avoir des résultats qui sont fiables par la suite. Alors la première étape, c'est qu'il faut comprendre l'objectif du chronométrage. Alors il faut, premièrement, en général, on utilise le QQOQCP, un petit outil simple de la qualité. Il permet d'identifier le cadre physique de l'étude, comprendre de qui il s'agit, de quoi il s'agit, où se passe cette opération, où ça apparaît, quand, comment et pourquoi. Et on essaie aussi de déterminer le résultat qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut avoir le temps, seulement le temps, ou bien on veut avoir une distribution statistique des temps, ou bien on veut avoir le pourcentage d'une activité par rapport à une autre activité, parce qu'on peut chronométrer aussi pour avoir le pourcentage des activités si la personne ou bien l'opérateur travaille dans plusieurs activités. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer à l'opérateur l'objectif. Les personnes concernées doivent comprendre exactement l'objectif, la méthodologie utilisée avant même de commencer, parce qu'il faut instaurer ce climat de confiance, surtout s'il s'agit d'un travail manuel, bien sûr. Alors l'idéal c'est de faire des réunions pour montrer à l'opérateur ou bien aux opérateurs l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Bien sûr aussi une autre remarque, c'est qu'il faut avoir des personnes qui sont qualifiées. Un opérateur qui est qualifié, il a un certain savoir-faire, il a des connaissances et il a ce qui est nécessaire pour exécuter le travail, pour qu'il soit dans les normes satisfaisantes, aussi pour qu'il soit dans les normes de sécurité, les normes de la qualité, etc. Et c'est ce qu'on veut. On veut avoir un chronométrage d'une personne qui est qualifiée. Et aussi dans le cadre de dans l'explication des objectifs, il faut mettre l'opérateur à l'aise. Lorsque le chronométreur ou bien la personne qui fait la chronoanalyse, chronométreur au début, il doit le préparer pour le chronométrage et être dans un endroit qui ne gêne pas la personne. Et en même temps, il doit le voir. Alors, il doit être dans une position qui ne gêne pas l'opérateur. L'opérateur doit être à l'aise, mais surtout, il doit comprendre qu'il est en train d'être chronométré et non pas faire la chose d'une manière cachée. Vous voyez, il faut vraiment ce climat de confiance est important pour réussir l'activité de chronométrage et pour avoir un temps standard par la suite fiable ou bien d'autres informations fiables pour le chronométrage. C'est vraiment la partie où on échoue le plus souvent parce que le reste des choses, c'est quelque chose qui est simple, mécanique, bon, des tâches à faire, chronométrer, etc. Il faut suivre certaines règles et c'est tout. Mais si on n'a pas ce climat de confiance, si les opérateurs ne sont pas intégrés dans ce que vous êtes en train de faire, mais vraiment, vous allez avoir des résultats qui ne sont pas fiables du tout. D'accord ? Très bien. Alors, troisième chose, il faut identifier les séquences. Et qu'est-ce qu'on veut dire par
séquence. Séquence, c'est une décomposition. Alors, lorsqu'on décompose le travail, on a plusieurs séquences qui se déroulent. Il faut faire cette décomposition de séquences. Et surtout, il faut avoir à l'esprit que deux séquences, ou bien une séquence doit avoir un temps de début, ou bien un moment de début, qui est identifié par un événement bien clair, et un temps de fin, ou bien un événement qui montre la fin de la séquence. Et ça doit être pour ne pas avoir d'ambiguïté par la suite. Je vais chronométrer à partir de ça, ou bien à partir de ça. Lorsque l'opérateur pose la clé, par exemple, c'est top fin, ou bien top début. D'accord, ça doit être identifié par un événement court, très bien clair, pour qu'on n'ait pas des ambiguïtés par la suite. Et deuxième remarque, c'est qu'il faut que les séquences doivent être... on ne doit pas avoir des vides entre les séquences ou bien des... je m'explique. Il faut avoir le top fin de la séquence égal au top début de la séquence suivante. D'accord ? Comme ça, on aura un ensemble d'événements qui sont liés. Il n'y a pas de vide entre les événements. Il n'y a pas de chevauchement aussi. Très bien. Je vais revenir sur ça. L'étape suivante, c'est de définir le nombre de chronométrages. Alors, en général, il y avait plusieurs cas où j'ai assisté à des projets de fin d'études où on fait par exemple un seul chronométrage, 2, 3, et on se base sur ces valeurs-là pour donner un chiffre du temps standard ou bien un résultat numérique. Ceci dit, il faut savoir que le travail, surtout s'il est manuel, c'est un travail avec une certaine variabilité et on risque d'avoir des erreurs dans les calculs, des erreurs d'estimation, on va dire, parce qu'il n'y a pas assez de chronométrage, vu la variabilité qui existe dans une certaine activité. C'est pourquoi on essaie de déterminer un nombre de chronométrages statistiquement pour avoir une estimation qui est correcte d'une manière statistique, à 95% correcte, ou bien on a 5% d'erreur, des choses comme ça scientifiques, pour pouvoir estimer ces temps-là. Alors que le fait de chronométrer une fois, 2 fois et ne pas savoir la quantité de chronométrage qu'on doit avoir nous donne un résultat très, où on a un grand risque d'erreur. Surtout si l'activité est manuelle, il y a une certaine variabilité comme vous le savez déjà. L'étape suivante, après avoir défini le nombre de chronométrages, on passe à l'étape suivante qui est la réalisation du chronométrage. On établit une feuille de chronométrage. Bien sûr, si on fait un chronométrage par apps, bien par chronomètre, mais sinon, si on fait par vidéo, c'est plus... bon, on a beaucoup d'informations dans la vidéo et par la suite, on n'a pas besoin de feuille pour le moment. On met la caméra, il faut l'installer d'une certaine manière, il ne faut pas gêner l'opérateur, il faut qu'il sache ce qu'il est en train de faire, etc. Bon, exécution au lieu de mettre ici établir la feuille de chronométrage, on va dire la préparation du matériel du chronométrage en général, et enfin le chronométrage des tâches et compléter cette feuille, s'il s'agit d'une feuille, ou bien compléter les informations en général. Alors un petit exemple issu du cours de Fabrice Cogniel. Nous avons ici un opérateur et il faut déterminer les temps opératoires d'un poste de mise en sac de salade afin d'améliorer l'organisation du travail. Actuellement, l'entreprise constate de grosses disparités dans les charges de travail hebdomadaires et le stress inhérent aux grosses journées et des conséquences directes sur la non-qualité du produit. Alors, comment on va comprendre l'objectif et ce qu'on est en train de faire? En posant les bonnes questions QQOQCP pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, qu'il s'agit de l'opérateur dans sa charge, et quoi, c'est le travail de l'opérateur, la mise en sac. Parfois les réponses sont évidentes, parfois
ils sont moins évidentes et il faut les chercher. Où se passe tout ça dans la zone d'ensachage, dans la zone de mise en sac des salades. Quand le problème se produit, alors apparemment il se produit depuis tout le temps, et lors de la mise en sac des salades, et nous avons parfois une grande variabilité, il y a des disparités dans les charges de travail hebdomadaires et le stress inhérent aux grosses journées. Alors on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe, et c'était toujours comme ça. D'accord, c'est pas suite à un certain événement que cela s'est passé. Alors comment on va faire? On va faire du chronométrage. On va dire par exemple si vous êtes dans un PFE où parfois l'entreprise refuse d'avoir des caméras, on va faire un chronométrage par chronomètre électrique par exemple, ou bien par apps, ou bien par etc. D'accord. Et pourquoi? C'est pour améliorer l'organisation du travail, bien améliorer pour ne pas avoir ces grands stress, des charges. Parfois il n'y a pas de charge, parfois il y a beaucoup de charges. Comprendre les temps et le temps standard qu'on met, la variabilité qui existe à cause de quoi, etc. pour en fait améliorer ce poste-là. Très bien. Alors la deuxième étape, c'est de expliquer à l'opérateur l'objectif et les conditions de chronométrage. Il faut, comme nous avons dit, instaurer un certain climat de confiance. Ça, c'est le mot-clé. La confiance. Et peut-être que vous n'allez pas comprendre ça jusqu'au moment où vous allez être confronté à ce genre de choses. La confiance, c'est la chose la plus importante. Le climat de confiance avec les opérateurs, c'est la chose la plus importante qui vous aide à avoir des résultats qui sont fiables, et eux aussi ils sont dans un climat de confiance, ils comprennent ce qui est en train de se passer, ils n'ont pas une méfiance par rapport à vos objectifs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Choisir des personnes qui sont qualifiées et préparer l'opérateur au chronométrage et ne pas se cacher pour chronométrer, ça c'est important toujours avec la question de la confiance qui est là. Il ne faut pas se cacher, il faut qu'il sache, l'opérateur, il faut qu'il sache que vous êtes en train de le chronométrer, qu'il est intégré dans un processus de chronométrage afin d'améliorer le poste, etc. Parfois, s'il y a ce climat de confiance, vous pouvez avoir plein d'idées, énormément d'idées des opérateurs qui peuvent améliorer le travail. Il faut les encourager à faire ça d'ailleurs. Et la position, alors il faut se positionner de cette manière ou bien de l'autre côté. Il ne faut pas être devant lui. Non. Ici c'est bon, ici c'est bon. Ici aussi vous n'êtes pas capable de voir exactement ce qui est en train de se passer. Non, c'est pas bon. Alors là c'est bon, là c'est bon. Il sait que vous êtes là, mais vous le gênez pas énormément. D'accord? Très bien. Alors pour l'explication aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux avoir des réunions d'explication. Comme ça vous avez un certain va-et-vient. Il faut qu'ils puissent aussi poser leurs questions, ne pas seulement afficher la chose et l'information passe seulement dans un seul sens, mais il faut qu'ils aient la chance et l'opportunité aussi de poser aussi leurs questions. Alors l'observateur et la direction, il explique le besoin de réaliser cette étude et les conditions dans lesquelles elle va se dérouler. Les opérateurs posent aussi des questions, ça c'est important. Et l'observateur, le chronométreur, la direction prennent le soin de répondre à chacune de ces questions point par point. Très bien. Alors ça c'est important, même si cette étape paraît triviale, mais je vous assure que c'est la clé pour la réussite d'un travail avec les opérateurs. C'est le climat de confiance, la communication efficace, le va-et-vient de l'information, c'est important. Très bien. Qu'ils sachent qu'ils font partie de la chose, qu'ils sont intégrés, c'est eux qui font la chose, ils ne subissent pas, c'est important. Très bien. Alors pour les séquences, l'identification des séquences, comme nous avons dit, il faut que... Alors ça c'est top début, ça c'est début, ça c'est fin. Alors ça c'est pas bon parce qu'il y a un certain chevauchement. Il faut avoir ce point-là qui est égal à ce point-là.
D'accord, comme ici. Alors, top début, top fin doivent être identifiés par un événement qui est bien clair. Et top fin de cette séquence doit être égal au top début de la deuxième séquence. Alors voilà, chaque séquence doit être identifiée par un verbe. Par un verbe, voilà, faire le plein, ici dans cet exemple, du GPL son véhicule, régler la facture à la caisse, voilà, c'est la séquence. Et top début et top fin, voilà, top début, il doit être clair, instantané, entrer dans la station de service, il faut bien aussi, pour qu'on n'ait pas d'ambiguïté, définir ce que ça veut dire entrer, passer par quelque chose. C'est quelque chose qui doit être instantané, vous avez compris. Et ici, vous voyez que le top fin de la première séquence, il est égal au top début de la deuxième séquence. Il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de vide entre les séquences. Voici quelques règles à respecter lors de l'identification des séquences. Comme je viens de le dire, les séquences doivent être identifiables parfaitement. Le top début et le top fin doivent être évidents. On ne doit pas avoir d'ambiguïté sur ce qu'on est en train d'observer. Éviter que les séquences soient de durée très courte, c'est difficile par la suite à chronométrer et ça ne sert à rien du tout. Former un tout, ne pas couper deux mouvements naturellement enchaînés, d'accord, tel que tendre par exemple le bras et saisir un objet. Non, il faut mettre un tout. Si nous avons deux mouvements qui sont naturellement enchaînés, ce n'est pas la peine de les séparer. Distinguer les séquences qui sont manuelles et les séquences qui sont machines, plus que ça. Si nous avons deux types de séquences qui sont simultanées, il est nécessaire d'observer la partie manuelle, la partie machine et le lien entre les deux. Ceci par la suite, ça va nous aider à apporter des majorations de temps parce que vous allez voir que le temps manuel n'est pas comme le temps machine. Le temps manuel, on doit avoir quelques majorations parce que par nature, nous avons une certaine variabilité plus grande que le travail automatique ou bien de machine. D'accord? Et c'est cette variabilité qui nous dérange en quelque sorte, et c'est cette variabilité qu'on doit maîtriser, et c'est là où nous avons une opportunité aussi d'amélioration. Séparer les séquences constantes et les séquences qui sont variables. Et il faut identifier les séquences étrangères ou bien occasionnelles. Ils doivent être clairement identifiés et les séparer de ce qui est unitaire. D'accord? Alors, voici pour l'exemple qu'on vient de voir. Il y a 12 caisses de salade sur la table. La caisse est d'une masse de 3 kg qui correspond à une quantité de 10 sacs, 10 sacs de 200 grammes chacun. Et la première séquence, c'est prendre caisse de salade. Prendre caisse de salade, ça c'est la première séquence. Deuxième séquence, c'est en sachet salade. Et cette séquence est réalisée 10 fois de suite jusqu'à avoir en sachet les 10 salades de la caisse. Puis la troisième, transférer la caisse vers la pesée. Et la séquence suivante, la quatrième séquence, c'est peser les sacs. Et la cinquième, c'est palétiser. Et la sixième, c'est retourner la table, à la table de caisse de salade. Voilà, nous avons divisé une opération simple en 6 séquences identifiables par un verbe, top début, top fin, afin de faciliter le chronométrage par la suite et voir aussi les sources de variabilité, etc. pour pouvoir améliorer. Très bien. Très bien, maintenant pour définir le nombre de chronométrages à réaliser, vous savez que il y a une grande variabilité dans le travail humain et les durées observées varient d'un chronométrage à un autre chronométrage. C'est pourquoi on a tendance à faire un nombre d'observations. Pourquoi? Pour obtenir une bonne estimation de la durée réelle de la séquence et pour avoir aussi une idée sur la distribution de ces durées-là, est-ce qu'il y a une variabilité, etc. D'accord?
Alors, si on ne veut pas faire des grands calculs, en général, si on a besoin d'une estimation globale vraiment, habituellement, on fait 5 mesures. Et de toute façon, on a besoin de quelques mesures pour estimer une première variabilité pour pouvoir calculer le nombre le nombre n d'échantillonnages à faire ou bien de chronométrage à faire. Très bien, alors il existe plusieurs manières de faire. Bon, en général, on utilisait des tableaux et des diagrammes avant lorsqu'on n'avait pas assez d'ordinateurs et des choses qui nous permettent de faire les calculs rapidement. Il y a aussi une équation approchée et enfin il y a un calcul exact vous pouvez par exemple le faire sur une feuille Excel. Je vais vous donner une feuille Excel avec un calcul exact de nombre d'observations à faire. Alors des tableaux comme celui-là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas un cours de mesure de travail. C'est une séance d'introduction à la mesure de travail, de comprendre ce qui se passe. Si vous avez par la suite besoin de entrer plus dans les détails, vous aurez un certain background global sur la chose. Alors, il y avait des tableaux comme celui-là sur la base du cycle, d'accord, quand la durée du cycle est supérieure à 480 minutes, etc. Et le nombre de minimum de cycles à chronométrer si l'activité annuelle est entre ça et ça. Alors s'il est inférieur à 1000, entre 1000 et 10 000, supérieur à 10 000, nous avons une certaine estimation globale. Nous avons aussi des diagrammes aussi en fonction du coefficient de variation. Ici, coefficient de variation, et on a besoin, comme je vous ai dit, de faire des pré-observations, un certain nombre d'observations, 5, pour pouvoir estimer une première variation ou bien variabilité pour se lancer dans l'estimation de n. Coefficient de variation, c'est la variation sur la moyenne. D'accord, parce que la variation, ou bien la sigma aussi, n'a pas vraiment de sens si on ne la moyennise pas ou bien la compare pas avec la moyenne. Vous le savez déjà. Et ici aussi, en fonction de, j'ai dit du coefficient de variation, du coefficient de confiance. Est-ce qu'on veut un degré de confiance de 95%, 99%, etc. Bon. Et on détermine la taille de l'échantillon. Voilà. Alors pour l'équation, alors ici c'est l'équation qui nous permet de déterminer le nombre de chronométrages. Alors en premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On réalise un certain nombre n de chronométrages préliminaires. Alors en général c'est 5. D'accord? Et on calcule les caractéristiques de cet échantillon, à savoir la moyenne M et l'écart type S. Une estimation de l'écart type. D'accord? Alors ça et S. D'accord? Et on détermine le nombre n d'observations à partir de cette formule. Et on réalise pour avoir un niveau de confiance de 4. Alors cette formule, ce 40 qui est là, il correspond à 95%. Et de confiance, ça veut dire que je peux dire que je suis à 85%, 95% sûr que les résultats sont corrects. Et j'ai un risque de 5% que le résultat soit erroné. Et la marge d'erreur. La marge d'erreur parce que vous savez, lorsqu'on obtient quelque chose par estimation, une valeur par estimation, soit de la moyenne, n'importe laquelle, par estimation statistique, on n'a pas une valeur, on a un intervalle. Et cet intervalle, ici, c'est pour avoir plus ou moins 5% de marge dans cet intervalle. D'accord? Très bien, alors cette formule, elle est approchée. D'accord? Alors on peut, si vous voulez voir comment on peut faire ça, c'est une petite estimation à partir de la loi de Student pour l'estimation de la moyenne. Et par la suite, on fait une petite approche pour avoir ce 40 ici. D'accord? Si vous voulez, ça, les détails de calcul, ça existe. Mais bon, gardez cette formule globale, 40 fois l'écart type sur la moyenne que vous avez trouvé à partir du chronométrage préliminaire au carré. Sinon,
Sinon, il y a un tableau Excel qui nous permet de le faire et c'est une formule qui n'est pas approchée, c'est une formule statistique correcte, d'accord, que vous pouvez utiliser dans ce tableau-là. Et dans ce cas-là, vous aurez dans ce tableau le nombre d'observations que vous avez faites en premier temps. Il va calculer la moyenne et l'écart type et par la suite, vous allez fixer le niveau de confiance que vous voulez. Si c'est différent de 95%, vous pouvez le faire aussi. Ici, c'est 95% pour cette formule. Vous pouvez faire n'importe quel degré de confiance ou niveau de confiance que vous voulez. En général, en industrie, on utilise 95%. Et la marge d'erreur, faites attention que la marge d'erreur, ce n'est pas un moins niveau de confiance. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est pour l'intervalle. Ici, pour la confiance dans le résultat lui-même. Et vous allez obtenir le résultat. Et bien sûr, lorsque vous allez avancer dans les calculs ou bien les chronométrages, au fur et à mesure, ce S et M vont être mis à jour dans la formule qui est dans l'Excel. Et par la suite, vous aurez un résultat plus précis. D'accord ? Et normalement, si vous avez une petite variabilité, vous allez converger rapidement. Alors, si S est petit, N serait petit. D'accord ? Si S est grand, N serait grand. Si vous avez une grande variabilité, vous avez besoin de beaucoup de chronométrage pour pouvoir avoir une idée, une estimation de l'intervalle où se trouve votre N. Très bien, parfait. Alors ici, nous avons fait un pré-chronométrage, plusieurs temps pour une séquence qui est la première séquence, prendre caisse de salade, et nous avons trouvé ces calculs-là, 13 secondes, 11 secondes, 14 secondes, 12 secondes, etc. Et c'est normal d'avoir une certaine variabilité. Il faut essayer à chaque fois de s'améliorer, de limiter cette variabilité au maximum et la diminuer au maximum. Alors si un temps minimal a été réalisé plusieurs fois, ça veut dire qu'on peut le faire. D'accord ? Il faut se baser par exemple sur ce temps-là pour effectuer des améliorations. Et si on veut avoir des estimations pour prévoir, alors avant l'amélioration, pour prévoir ce qu'on va produire par exemple, il ne faut pas se baser sur le plus petit temps qui a été observé, mais il faut moyenniser, avoir la médiane pour pouvoir par la suite baser ces calculs de prévision et lancer des chantiers d'amélioration par la suite. Alors pour l'étape suivante, on établit la feuille de chronométrage, ça serait quelque chose qui est semblable à ça. Soit sur Excel, soit vous allez avoir la feuille si vous êtes en train de chronométrer directement, soit avec les apps qui facilitent la prise des mesures rapidement, essentielles. Et vous allez chronométrer et réaliser le chronométrage des tâches et compléter cette feuille-là. Et vous aurez alors terminé votre chronométrage. Une remarque importante, c'est qu'il faut bien noter les conditions dans lesquelles le chronométrage s'est déroulé. C'est important, le contexte. Le contexte. Il faut le noter, comme ça vous aurez une idée sur ce qui s'est passé par la suite. Alors ça, si vous n'êtes pas en train de faire la vidéo, comme je vous ai dit, nous donne énormément d'informations. On ne perd pas l'information, on sait très bien ce qui s'est passé, on peut revenir à la vidéo pour l'analyser et voir ce qui s'est passé pour chaque séquence. D'accord ? Alors le chronométrage nous a permis de terminer un temps, mais ce temps-là, c'est un temps observé. Ce qu'on appelle le temps observé. En fait, le temps observé, c'est le temps chronométré. On appelle le temps observé. Mais ce temps brut que nous avons observé doit être corrigé.
pas tous les temps, mais les temps manuels et techno-manuels. Là où il y a une intervention humaine, c'est là que nous avons une variabilité et aussi nous avons besoin de correction parce que nous avons la différence qui existe dans l'allure des opérateurs. Et deuxième chose, nous avons aussi des effets de la fatigue, des conditions de l'ergonomie, etc. C'est pour ça qu'on doit corriger ces observations-là ou bien ces temps observés pour avoir un temps normal et puis un temps standard. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la chronoanalyse. À tout de suite.